y a longtemps quand c'était encore le bon temps. Dans un pays d'ailleurs, par une nuit sans lune, un royaume, un château, un village, une cabane misère. Dans la cabane misère, une famille se repose. Sur sa paillasse, la mama ronfle profondément. Dans son sommeil, elle a la lèvre qui saigne, le doigt tout gonflé, le pied tout gonflé. Elle dort profondément, terrassée par la fatigue de la corvée. Comme les 250 femmes du village, aujourd'hui, elles ont fait corvée de filage. Tordre le fil, mouiller le fil, appuyer sur la pédale du rouet, sans s'arrêter. Elles ont travaillé gratuitement pour le roi, parce que elles appartiennent au roi. Ce sont des serves, des esclaves. Elles appartiennent au roi tout comme la laine, les moutons, les bergers, les champs, les prés, les forêts, les montagnes, les rivières, le ciel. Tout appartient au roi. Et dans le ciel, le cousin du roi, Dieu. Mais pourquoi tu nous as fait naître pour cette vie de misère? Mais tu vas répondre, toi là-haut! Ces questions sans réponse empêchent le père de dormir. Dieu me meune. Il tourne, se retourne sur son lit et surtout, il regarde leur petite fille qui dort de l'autre côté de la pièce. Elle s'appelle Saporita, la savoureuse. Elle a 6 ans. Dans son sommeil, elle a la lèvre qui saigne, le doigt tout gonflé, le pied tout gonflé. Elle suit le fil de la destinée familiale. Le père, cette nuit-là, il a dit « Basta così, ça suffit ». Il s'est levé. À tâtons, il a pris sa veste, son bâton. Et il s'est dirigé vers la porte. Quand il a posé la main sur celle-ci, entre les ronflements, une voix d'enfant. « Papa, mais où tu vas à cette heure-là ?»« Chut !» Il lui a demandé de pas faire de bruit. Il faut pas réveiller la maman. Chut. Il lui a expliqué qu'il en avait assez de cette vie de misère. Qu'il partait chercher fortune ailleurs. Qu'il reviendra pas plus tard que tout à l'heure. Il lui a demandé de chanter pour le faire revenir. Et puis le père a pris sa fille dans ses bras, des larmes, et sans se retourner, il a disparu dans la nuit noire. Et sur son lit, l'enfant pleure doucement. Ans plus tard, c'était encore le bon temps. Comme tous les matins dans la cour du château, le prince, il principe bello, s'entraîne fort. De taille et d'estoc, il confétise des dragons de papier. Il réduit en allumettes des dragons de bois, limaille des chimères de fer. Puis il harnache son cheval et 4 il grimpe les escaliers de la plus haute tour et de tout là-haut, il prie et il guette. Il prie et il guette pour une princesse enlevée par un dragon. Il est motivé. Son père le roi exige qu'il se marie dans 1 mois avec une petite cousine dont la dot agrandira le royaume. Mais
quand c'était le bon temps, quand c'était mieux avant. Il n'y avait pas de dentiste. Et quand la cousine, elle ouvre la bouche, c'est pire que les égouts de Rome. Il ne sait pas ce qu'elle mange. Mais en tous les cas, elle rote, elle pète comme une charlotte. Et elle est recouverte d'une apnée juvénile purulente à explosion rapide. Comment échapper à ce funeste destin ? Libérer une princesse enlevée par un dragon. Alors tous les jours, le prince s'entraîne fort. Et du haut de la tour, il prie et il guette. Et chaque jour, sa prière est bercée par un chant délicat, toujours nouveau, qui monte des champs où travaillent les paysans. Mais comment un tel gosier de cristal a-t-il pu se retrouver chez ces cutéreux ? Lui, il les côtoie jamais. Hein. Il suit les conseils de son père le roi et du curé. Mais laissons le prince sur sa tour et suivons le chant. Une terre de poussière. Sous un soleil de plomb, pliant d'eux comme des ronces, enfants, parents, grands-parents, ramassent des pierres à l'ombre de l'unique arbre, sous l'olivier, l'encourageuse chante. Celle dont la voix soulage les peines du travail, c'est Saporita. Depuis que son père est parti, elle chante pour le faire revenir. Et c'est comme ça qu'elle est devenue l'encourageuse. Et à la fin de la journée de travail, chacun ramasse ses outils et rentre chez lui. Dans la cabane misère, il y en a une qui attend le retour de sa fille. C'est la maman. 150 kilos de muscles sans un poil de graisse. Elle a les cheveux blancs tirés en chignon, des sourcils de porc épic, un nez patate, des petits yeux de cochon où brille une lumière, des moustaches de carpe ourlent ses lèvres de chameau. Elle a perdu toutes ses dents sauf 2 canines vampires. Elle a des bras de gorille, une poitrine éléphantesque, des fesses d'hippopotame, madame, et des cuisses de baleine. Depuis que son mari est parti, la mame elle est devenue forte pour 2, pour 3. Parce que si son fainéant de mari ne voulait boire que du vin, sa feignasse de fille elle vaut pas mieux. Elle veut que chanter, alors la mame l'attend le balai à la main. Et quand sa fille revient, elle lui dit: ma chérie,
pas plaisir à la maman. Prends le balai et balaye un petit peu. Et la jeune fille de répondre: oh maman, moi si tu veux, je te chante la tarentelle de l'appel pour t'encourager. Qu'est-ce que t'en penses? Tout va pas balayer, mais c'est pas grave. Tu prends l'éponge et tu fais la vaisselle. Oh maman, moi si tu veux, je peux te chanter la valse de l'éponge pour t'encourager. Tu vas pas faire la vaisselle, c'est pas grave, je m'énerve pas. Mais tu vas faire ton lit et t'arrêtes de discuter. Oh maman, faire le lit, peur. Si tu veux, je peux te chanter la polka de l'oreiller pour t'aider. Tu vas pas faire le lit, tu vas pas faire la vaisselle, tu vas pas balayer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu veux chanter. Mais chanter, c'est pas un métier. Moi, je vais te mettre le sens de réalité, les tempos du boulot dans la peau à coups de balai. Viens voir. Et la maman se met à courir après sa fille autour de la table de la cuisine. Et la jeune fille se met à hurler: au secours, maman! Laissons toute cette violence et suivons le cri. Les infrabasses de la maman, mélangées au suraigu de Saporita, créent une onde de choc sinusoïdale qui mêle le monde à l'envers. Tourbillon de poussière, les enfants qui jouent dans les rues, chats collés contre le mur, les draps qui sèchent dans la rue s'envolent dans le ciel. Tourbillon de poussière, il arrive au pied du château, remonte, arrache des pierres, et tout là-haut, dans son armure, le prince vibre. Au secours, un monstre dans son propre village. Sa prière a été exaucée, il dévale les escaliers, saute sur son cheval et part au triple galop. Tourbillon de poussière, les enfants contre les murs, les fantômes dans le ciel, le dragon, il accélère. Il voit la cabane, il accélère encore. Il accélère, arrive à la bonne distance, il pile, le cheval pile. Le prince se redresse, la mûre un peu tordue. Il rentre dans la cabane misère et derrière son aume, il décode la scène. Une jeune fille qui se glisse sous la table, la princesse. De l'autre côté, le dragon, une dragonne, cuisse de baleine, fesses d'hippopotame, bras de gorille dans le vampire, une chimère, waouh! Alors le prince, sans faire de bruit, dégaine son épée. Et tout doucement, il s'approche de la maman pour la décapiter. Mais le cliquement de son armure résonne dans les oreilles de la maman qui se retourne. Un homme de fer dans sa cuisine, c'est le diable qui vient aider sa feignasse de fille. Ça se passera pas comme ça. La maman prend le balai. Chargez de taille et des stocks gonflés à bloc. Le principe est belle, le menu hache l'air. La maman saute de tous les côtés, il n'arrive pas à la toucher. Là, son épée se plante dans la table. Il essaye de l'enlever. La maman prend le balai de toutes ses forces. La cloche a sonné, ça signifie, mais oui, que l'école du vrai combat a commencé. Alors le prince fonce sur la maman avec son bouclier. Il heurte un roc, elle a pas bougé. Et la maman avec ses dents, elle mange le bouclier. Puis avec ses bras de gorille, elle attrape le prince et elle le serre. L'armure ne résiste pas. Aïe, vous faites mal, arrêtez. À ce moment-là, une voix sous la table. Mamma, il principe è bello. Mamma, il principe è bello. La maman lâche l'affaire, tombe à genoux et demande pardon. Le prince, dans son armure tordue, décode.
À ses pieds, pas de dragonne, mais une serve qui demande pardon. Sous la table, pas de princesse, mais une nymphe dans une maison au plafond troué. Elle se redresse. On dirait un bout de soleil tombé sur la terre. Elle irradie. Elle porte une petite robe en coton qui a dû être blanche, avec des trous partout à travers lesquels il voit sa peau couleur pain d'épices. Elle s'approche, les longs cheveux noirs, des yeux noisettes, dans lesquels le prince voit la biche, le renard, la belette, toute la forêt. Ses lèvres rouges sont un écrin pour ses dents de perles, et dans un souffle parfumé, elle dit s'appeler Saporita. Le prince, il prend un coup de foudre en armure, sans paratonnerre. Ça lui donne chaud. Il relève le haume, et là, Saporita, elle plonge ses yeux dans ceux du prince, et elle s'aperçoit qu'elle abrite un lac, immense, limpide et clair qu'elle ne connaissait pas. Le prince en a mœurs tordu, la mame par terre, ça la fait rire. Le prince, quand il entend cette voix, il la reconnaîtrait entre mille. C'est le chant des chants qui a bercé toutes ses prières. De joie, il explose de rire, et la mame, quand elle voit le prince rire dans son armure tordue, Saporita qui rit, elle se redresse, et tous les trois ils rient, et à ce moment-là, dans la cuisine, un ange passe. Et une fois l'ange passé, le prince demande à la mama pourquoi elle cogne sa si jolie fille. Moi je la cogne un petit peu au principe parce que c'est une grosse feignée. Non. Non, ma fille, c'est la famille. Elle adore lavorare, toujours travailler. Elle adore le travail. Je fais la vaisselle, elle crache dans la vaisselle, elle rouvre la vaisselle. Non mais... Je fais le lit, elle défait le lit. Je balaye par terre, elle va chercher les cailloux dehors, elle remet les cailloux, elle balaye encore, mais ça va pas du tout, ça, non. Et quand elle sait pas quoi faire, elle prend la laine, là, il y a un peu de laine, les rouettes, elle file. Alors de temps en temps, moi, la maman principe, je prends la balai et je la cogne un petit peu pour qu'elle joue avec les copines. C'est ça l'amour de la maman, non? Le prince, il écoute et il réfléchit. Il ne peut pas l'épouser, c'est une serve sans liberté. Pour l'épouser, il faudrait qu'elle fasse un exploit tel que son père le roi pourrait pas lui refuser sa main. Je sais pas, moi, qu'elle tue un dragon, par exemple, mais puis le temps qu'il en cherche, ce sera trop long. Ou alors qu'elle aille arracher 3 poils, la barbe du diable, mais ça c'est pareil. Vite, filez la laine. Filez la laine, la bonne idée. Si Sapori, qui aime tant filer la laine, est capable de filer toute la laine du royaume en une semaine, le travail que font 250 femmes en un mois, ce sera un exploit tel que son père le roi pourra pas lui refuser sa main. Yes! Et il présente sa bonne idée à la maman. Elle, toute contente de se débarrasser de son adolescente de fille pour une semaine, elle accepte. Saporita, depuis qu'elle a découvert son lac immense, limpide et clair, elle suivrait les principe bello partout. Alors, il lui donne la main et ils sortent de la cabane misère en plein soleil. Là, il prend Saporita par la taille et il la dépose sur le cheval. Et son armure, elle se déboulonne complètement, elle n'est pas prévue pour ça.
Le prince, il prend le licol du cheval et il emmène Saporita à travers la rue du village. Et là, le monde se remet à l'endroit. La poussière retombe. Les draps tombent du ciel et font une haie immaculée à cet étrange cortège. Les enfants décollent des murs et hurlent « Viva Saporita, viva !» Et le prince, il l'emmène jusqu'à la salle du trône, où là, devant son père le roi et tout le conseil, il explique l'exploit qu'elle va faire et qu'après il l'épousera. Le roi et les conseillers se grattent la barbe. Oui, c'est pas possible. Hein. Bien sûr que non. Non, c'est pas possible. Alors le roi accepte à une condition. Si elle échoue, on lui tranchera le... On va se marier. Le prince, il connaît tellement rien au travail qu'il emmène Saporita dans les couloirs d'or, escaliers d'argent, couloirs de bronze, escaliers de bois, jusqu'au sommet du château, dans le grenier, où il y a une pièce 10 fois grande comme le café quoi, remplie de laine jusqu'au plafond, avec 250 rouets. Le prince pose Saporita sur une chaise avec un bout de pain, de l'eau claire, une bassine, du fromage, et il lui dit « Courage, je vais préparer le mariage !» Et il sort de la pièce, il la ferme à double tour, il poste 2 gardes devant, et Saporita, une fois seule, elle s'assoit, elle prend la bassine, elle pleure dedans pour pas salir. Pendant 2 jours, 2 nuits, elle a pleuré dans sa bassine. Elle déteste filer la laine. Ça fait mal aux doigts, à la lèvre, aux pieds, elle déteste ça. Le matin du 3e jour, la porte s'ouvre. Voilà le prince, il apporte des fleurs, il apporte de l'eau fraîche, et il s'étonne, il lui demande pourquoi elle n'a pas commencé de travailler. Elle explique, c'est sa technique. D'abord, elle pleure pour avoir une réserve d'eau pour filer la laine. Ouais, super. Et après, elle chante. Le prince, il est tellement content, il dit « Ouais, je vais préparer le mariage » et il referme la porte à double tour. Et Saporita, une fois qu'elle a vu le prince, le lac rempli à ras-bord. Elle pleure 2 fois plus fort. Ce qui fait que le soir, la bassine est pleine. Et à l'heure où tous les chats sont gris, elle ouvre la fenêtre qui donne 30 mètres plus bas sur la rue. Et sans regarder, elle jette. Oh, elle n'a pas fait attention. 3 vieilles passaient par là, arrosées de la tête aux pieds. 3 vieilles tout à fait particulières, elles qui croyaient connaître tout le monde au village. La première des vieilles, qui marche toujours la première, est vieille, ratatinée comme une pomme sur un placard oublié. Elle a les cheveux ébouriffés. Elle n'a qu'un œil, plus de dents. Elle porte une robe en laine noire avec des fientes d'oiseaux par-ci, par-là. Mais le plus étonnant, ce sont ses pieds. Son pied gauche du 36 fillette. Son pied droit du 358 géante. Comme elle ne trouve pas chaussure à son pied, celle-ci est ouverte. Elle laisse passer le pied recouvert d'une grosse chaussette en laine. Tout au bout, il y a un trou d'où dépasse le gros orteil. Et comme elle n'a pas le bras assez long pour se couper l'ongle, celui-ci est incarné et pénètre profondément dans les chairs. Ça moisit et une odeur pestilentielle remonte au lot de la tour et Saporita a un haut le cœur. La vieille, elle est contente. Et quand elle la voit, elle lui dit « Mais pourquoi
pourquoi t'as arrêté de chanter? On a besoin de ton chant pour défaire le nœud des fils. Alors? Saporita n'a pas le temps de répondre que déjà la deuxième tire la première par le bras. Elle lui demande l'œil. Alors la première enlève son œil. Elle le tend à la deuxième qui l'attrape et se l'enfile dans l'orbite vide. Elle, quand elle voit Saporita, elle est contente. Elle se met à trembler comme un pot de gelée sur un cheval au galop. Elle est tout à fait normale, vieille, édentée, ébouriffée. Elle est ronde comme une map monde. Quelques fientes d'oiseaux sur la robe noire, mais un détail la particularise elle aussi. Sa lèvre inférieure tombe en cascade sur sa grosse poitrine. Et devant elle, il y a une brouette où la lèvre est pliée des centaines de fois. Évidemment, elle salive beaucoup. Alors, la salive tombe sur l'axe de la brouette et ça fait... Elle est tellement contente de revoir Saporita. Elle lui demande pourquoi elle a arrêté de chanter, qu'elle a besoin de son chant pour défaire le nœud des fils. Saporita n'a pas le temps de répondre que la troisième, qui marche toujours la troisième, demande l'œil et quand elle l'a récupéré, enfilé dans son orbite, elle décolle. Et puis elle réatterrit. Elle est tout à fait normale, vieille, édentée, fripée, ébouriffée, la robe couverte de fientes d'oiseaux. Elle, un détail la particularise. Son index droit fait 3 mètres de haut. Et pour tenir en l'air, elle a attaché 3 oies avec des cornes. Et elle pose la même question à Saporita. Pourquoi elle a arrêté de chanter? Alors Saporita, elle explique toute l'histoire. La colère de la mame, le prince, le coup de foudre sans paratonnerre, le lac limpide et clair, et puis la corvée de filage qu'elle n'a pas commencé, et qu'à la fin de la semaine, on lui tranchera le cou, qu'elle ne pourra pas épouser le prince. Les vieilles, quand elles entendent cette histoire si triste, elles pleurent. Ça dure pas longtemps, elles ont qu'un œil. Et quand elles ont fini de pleurer, elles expliquent à Saporita qu'elles peuvent venir l'aider à filer la laine. En échange, elles veulent être invitées au mariage. Saporita, ça la fait rire. Elle dit mais oui, mais c'est pas possible. 30 mètres, château fort, le pont-levis levé, 2 gardes devant la porte. Les vieilles ne répondent rien. La troisième recule. Elle accélère. Elle décolle. La deuxième attend. Les pieds de la troisième se glissent sous les bras. Avec sa boîte, elle accélère. Elle commence à décoller. La première court, fait un saut périlleux, atterrit dans la boîte, dans la lèvre. Et les 3 vieilles s'envolent dans le ciel. Elles font 1 tour, 2 tours, 3 tours, passent par la fenêtre et disparaissent dans le tas de laine. Saporita les aide à sortir et quand elles ont retrouvé leurs esprits, elles s'installent. Elles installent les 250 rouets en ligne. Range les oies dans un coin, la brouette, enlève sa chaussure et le pied de la vieille se met à grandir. Elle peut appuyer sur 250 rouets d'un coup. La deuxième prend sa lèvre et elle peut mouiller 250 fils d'un coup. La troisième, avec son doigt, elle peut tordre 250 fils d'un coup. Et aussitôt, les vieilles se mettent à tordre. Mouiller le fil, appuyer sur la pédale du rouet. 250 pelotes d'un coup. Tord la laine, mouille la laine, appuie sur la pédale du rouet. Saporita, quand elle voit ça, elle se met à chanter pour les encourager. Il entend Saporita chanter et aussitôt il court préparer le mariage. Il a commencé à travailler, il est content. Et quand Saporita est fatiguée de chanter, les vieilles, pour ne pas perdre la cadence, se racontent des histoires qu'elles sentent passer dans le nœud des fils. Et la première à parler, c'est celle qui est toujours la première, c'est-à-dire la vieille au grand pied, exactement. Bravo. Et elle a dit, il y a longtemps, à Florence, une rivière. Sur la rivière, un pont.
sur le pont des maisons. Dans une de ces maisons, l'atelier d'un joaillier. Comme tous les jours, l'artisan est occupé à fabriquer sur son établi des bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles. Ce jour-là, la porte de son atelier claque et arrive en courant sa petite fille, une question brûlante sur les lèvres. Papa, dis-moi, c'est quoi l'argent? Ben, l'argent, c'est un métal précieux. Mais enfin, papa, ça je sais. Mais non, mais l'argent, les sous, à quoi ça sert? Ah. Et c'est ça la question. Il faut qu'il réponde à sa fille quand même. Un père, il doit... Hein, l'argent. Acheter des chewing-gums, ok. Ok. On s'en sert tous les jours, c'est pas facile. Hein. Heureusement, c'est une histoire et le père regarde sa petite fille et lui dit « J'ai trouvé, j'ai écouté et j'ai entendu. L'argent, ma petite fille, c'est au mieux du liquide pour fluidifier les relations humaines. Au pire, va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » La petite fille a regardé à travers la vitre et elle a dit « Oh papa, je vois l'eau qui coule, les lavandières qui lavandent, les marchands qui marchandent, les chiens qui jappent, les chevaux qui hennissent, les poules qui caquettent, les enfants qui jouent. Et dans le ciel, le vol gracieux des hirondelles qui tracent des lignes noires sur le bleu infini. Oh papa, je vois tout ça. » Le père va sur son établi et il prend une feuille d'argent et avec application, il la colle sur la vitre et il repose la question à sa petite fille. Et maintenant, que vois-tu? Bah là, papa, je vois que moi. Eh ben, tu vois, ma petite fille, au pire, l'argent, ça peut être ça.
mouille le fil, appuie sur la pédale du rouet. Les vieilles ont continué de filer et Saporite reposée a pu les encourager. Saporita est fatiguée de chanter, alors elle se raconte des histoires pour pas perdre la cadence. Et la deuxième à parler, c'est toujours la deuxième à marcher. C'est celle qui a la grande lèvre. Et elle raconte cette histoire. Il y a longtemps, un baron, jeune, beau, riche. Il possède château, territoire, trésor, et aujourd'hui, jour béni, il se marie avec une petite noble dont la dot agrandira son royaume. Il est content. Fontaine de délices, feu d'artifice. 9 mois plus tard, la baronne accouche d'un enfant, un héritier. Un garçon, le baron, il est content. Et puis, une fois qu'il a embrassé son fils, il le pose au fond du berceau. Et les choses sérieuses doivent reprendre. Il rassemble son armée et il part à la guerre. À la guerre, à la guerre. À la guerre, à la guerre. C'est son métier, sa passion. À la guerre, à la guerre. Son péché mignon. À la guerre, à la guerre. Conquérir de nouveaux À la territoires. guerre, à la guerre. Sans pitié. À la guerre, à la Tuer, guerre. piller, assassiner. À la guerre, à la guerre. Le À la guerre, à la guerre. Le baron plonge À dans la l'horreur. guerre, à la guerre. Il se couvre À la guerre, à d'honneur. la guerre. Il massacre À la enfants, guerre, à la femmes, guerre. tous les gens qui se dressent devant lui sans à la pitié. La loi du plus fort. Et après 5 ans À la guerre. de guerre intense, il rentre chez lui. Et dans les couloirs de son château, il croise en direction de son bureau un petit garçon qui a maintenant... Dès qu'il le voit, il le reconnaît. C'est mon fils. Qu'il est beau. Mon kiki, regarde qui est là. Papa, Eh, c'est- mon papa chéri. Oh, je suis content de te voir. Oh, moi aussi, Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'as grandi, t'es beau comme tout. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri? Je voudrais un bisou, papa. Comment? Ouais, Un quoi? un bisou. Un bisou. Ouais. Mais n'importe quoi, mon fils. T'es le fils d'un guerrier, tu vois, d'un homme d'affaires puissant. Les bisous, c'est pour les petites filles. Enfin, on l'a pas expliqué, c'est dommage. Mais non, mais Non, autre chose. Allez, c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux un bisou. Un ballon, et voilà, un ballon, j'en étais sûr, ça c'est un vrai garçon. Un ballon. Mais pour le fils du baron, un ballon, c'est un peu. Un baby-foot. Non, le baby-foot, c'est un peu populaire. Non, non, non. Je vais t'offrir. Et puis t'es tout seul un peu, tu t'ennuies. Je vais t'offrir la bonne idée. Une équipe de football avec le stade, les entraîneurs et les supporters. Waouh. T'es content? Ah oui, oui. Ça te fait plaisir. Écoute, là, une crainte me vient, je vais l'enlever tout de suite. Si ton équipe perd, tu vas être trop triste le dimanche, et ça, c'est pas bien. Ah bon? Non, je vais t'offrir 2 équipes de foot. Je vais t'offrir l'OM parce qu'il ne gagne pas souvent, mais c'est sympa. Waouh. Et je vais t'offrir le Real de Madrid. Ça te va? Waouh. T'es content, mon Oui, chéri? c'est génial, papa. Ouais. Ouais. Ah, je savais que j'allais lui faire Mais papa, plaisir. papa. C'est bien moi ça. Papa, Oui. vraiment, ce qui me ferait plaisir, Oui. c'est que tu viennes jouer avec moi. Jouer avec Ouais. toi, mais ça c'est une bonne idée, mon enfant. Mais là, j'ai pas le temps. Tu verras quand tu seras grand. Il y a des choses sérieuses. Là, je dois partir. Au boulot. Au boulot, au boulot, Des stratégies sans pitié. au boulot, La concurrence éliminée. au boulot, Pour conquérir des parts de marché. Aller rouler. au boulot, Accumuler, accumuler. Mentir pour gagner plus. En travaillant moins. C'est bien ça. Allez.
Le baron, pendant 5 ans, il a travaillé d'arrache-pied. Et puis, une fois les affaires terminées, il est rentré chez lui. Et dans les couloirs de son château qui mène à son bureau, il a rencontré un petit garçon qui a maintenant 10 ans. Dès qu'il l'a vu, il l'a presque reconnu. Mais si, c'est bien lui, c'est mon fils, qu'il est beau, il a grandi. Mon kiki, regarde qui est là. Papa, Je suis content de te voir, qu'est-ce qui te ferait plaisir? fais-moi un bisou, papa. Fais-moi un bisou. Oh, t'as toujours pas expliqué, hein. Les bisous, c'est pour les filles. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, fais-moi- Un bois, j'en étais sûr. Ça commence par un B, hein. Bois, un cheval de bois. Pour le fils du baron. Mais non, c'est pas, c'est bien, je vais t'offrir un manège. Non, ça c'est un petit côté gitan qui me déplaît. Non, non. Je vais t'offrir un étalon et une jument. Comme ça, en les observant, tu comprendras la vie. Hein? T'es content? Non, oh, t'en veux plus, toi tu ressembles à ton père. Je vais t'offrir un hara. Un quoi? Un hara. Ah oui, c'est un perroquet. Ouais, je veux ça. Non, mais tu peux reprendre le micro quand tu veux. Oh, mon fils, un perroquet. Non, non, c'est pas un perroquet. C'est un grand établissement avec des centaines de chevaux, de toutes les races, de toutes les couleurs, avec les palefreniers et les palefrenières. Tu n'auras pas besoin de les payer. Ils s'en occuperont. Quelques centaines d'hectares pour que tu galopes en toute liberté. T'es content? Oui. Mais oui, oui. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que tu viennes jouer avec moi. Quelle bonne idée! Mais là, j'ai pas le temps, tu comprendras quand tu seras grand. Je dois partir. À la guerre! À la guerre! Pendant 5 ans. Et 5 ans plus tard, quand il rentre chez lui, dans les couloirs de son château, il croise... Hein? Eh non, il n'y a personne. Bon. Ah si, il y a un grand dadais qui s'approche. Il traîne des pieds en marchant. Il a l'air de se réveiller en plein après-midi, bizarre, hein? Il a une grande barbe, les cheveux longs, et il porte une tunique jaune, rouge et verte. On dirait un hara. Et dans sa bouche, il fume une énorme cigarette aux herbes de Provence. Le baron s'approche de lui et lui dit « Pardon, jeune homme, vous auriez pas vu mon fils ?» « Eh, cool, papa. C'est moi, tu me reconnais pas? » Toi? Mais mon fils, qu'est-ce que tu fais dans cette... Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, cool. Ben, un bisou, un Bezos, un kiss, un bacio. Un bisou, mais ça va pas, non mais... Cool, mais c'est toi qui cool, je vais t'offrir une bouée, mon fils, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Cool. Rien. Rien me ferait plaisir, papa, parce que tu vois, quand t'es parti la dernière fois, tu m'as offert des équipes de football. Formidable. Mais quel ennui. Un ballon pour 22, c'est pas cool. Non, et puis un seul esprit pour toute l'équipe, alors là, je me suis embêté. Par contre, j'ai tout vendu, et alors là, un truc de dingue, j'ai gagné un pognon monstre. Les gens s'en foutent, mais ils font une pareille pour des joueurs, des stades, c'est ridicule, hein, mon frère. Alors, avec cet argent, je savais pas quoi faire, je l'ai donné aux palefreniers, ils étaient contents, on a fait la fête, on s'est marré. C'était super. Comment ça, t'as tout donné? Tout donner l'argent, mais mon fils, c'est pas ça la vie. Je vais te la prendre. Viens, t'as coupé les cheveux, la barbe, une armure, à la guerre avec moi, dépêche-toi. J'ai pas fini ma phrase. Je voulais te dire aussi que les palefrenières, comme ils avaient du temps libre, on l'a tous acheté des instruments de musique et on s'est mis en harmonie, on s'est marré. On a fait de la musique gaie. Elle est tellement gaie qu'on l'a appelée le reggae. Écoute mon père, ce petit air
Avec les compères, nous pensons avoir trouvé la clé du grand mystère. Sur la place, plus personne ne danse la fondamentale. L'écho du Big Bang original. Le doux sirocco chaud qui pousse la pomme sous la dent. Ève croque le morceau. Et de partout depuis le paradis en mouvement a créé le présent avec le love. Avec le love. Oh love. Au sommet des minarets, love. Dans les cathédrales, les temples, oh love. Everywhere on la terre, love. Avec les amis et même avec les ennemis, on pose nos armes, on sèche nos larmes, on ne fait pas nos princesses de Parme. On ouvre grand nos sésames pour chanter toute la journée. Love. Oh, love. Un doux sirocco chaud, le love qui fait pousser les plantes, arriver le printemps. Oh, love. De partout dans les cailloux, le love. Love. Allez, oh love. Écoute. Love for everybody, love for the children. Love for everybody, love for the woman. Love for everybody, love. Oh. Everywhere on la terre, tout le monde chante le love. Fini sur la terre la loi du plus fort. Aujourd'hui c'est la loi du plus complémentaire. Mon père, écoute, écoute, tends l'oreille au vent. Écoute, on entend de partout, même à Fort-Calquier, au café quoi, les gens chantaient le oh love. Love. Allez plus fort, sinon ça changera. Love. Allez, vas-y mon frère, fais tourner, vas-y. Oh love. Oh c'est beau, c'est beau. C'est magnifique mon frère. Oh love. Encore. Love, ouais, C'est splendide mon frère, c'est le puissant mon frère. Chante. Allez mon père, rentre dans la ronde, joue ta partition. Ça va te détendre, vas-y. Ah c'est ça le love, tu veux du love? Et le baron met une claque de guerrier à son fils qui s'écroule par terre sans se retourner, il va travailler. Et le soir, quand il sort de son bureau, dans les couloirs de son château, son fils est toujours là, allongé par terre, il baigne dans une mare de sang. Un filet coule de son oreille. Ah, c'est son unique héritier. Alors le baron a appelé les docteurs, les savants, ils sont venus à son chevet et à part mettre un bouchon dans l'oreille de l'enfant, ils n'ont rien su faire d'autre. Ça saigne moins, c'est déjà ça. Sa tunique perd des couleurs, alors en désespoir de cause, quand la raison ne suffit plus, on appelle les forces obscures et le baron a fait venir sorciers et sorcières. Et la plus vieille d'entre les sorcières, en voyant l'enfant, elle a souri, elle a dit que c'était pas grave. Il suffisait qu'il porte la chemise de l'homme le plus heureux du monde. Mais attention, cet homme-là ne doit rien désirer d'autre. Le baron, tout content, dit ça s'arrange vite. Il commence à déboutonner sa chemise en disant c'est lui l'homme le plus heureux du monde. Mais la baronne, trop souvent délaissée, lui rappelle qu'il en veut toujours. Exactement. Alors il appelle son premier ministre. Édouard, Philippe, Emmanuel, François, Raymond, Georges. Et il lui demande s'il est heureux. Le premier ministre répond que oui. Le baron lui dit mais s'il m'arrive malheur et que tu prends ma place. Oh, fait le premier ministre. Baron, parfois j'en rêve en me rasant. Dehors.
il a convoqué son curé. Il aime bien son curé, le baron, parce que le curé il raconte une histoire où, dans l'histoire, le baron, c'est le cousin de Dieu, ce qui fait que tout le monde l'obéit, c'est super. Et une fois que le curé est là, lui dit, il demande s'il est heureux. Le curé dit, évidemment, baron. Mais le baron insiste, et le curé finit par avouer qu'il serait plus heureux s'il était pape dehors. Il a convoqué le maçon qui rêve de devenir bigwig, les secrétaires d'État, sous-secrétaires, etc. Tous rêvent d'avoir plus. La boulangère, des plus grosses baguettes. Les artistes, plus de subventions. Enfin, un drôle de pays. Et plus le temps passe, et plus la tunique de l'enfant blanchit. Alors un jour de désespoir, le baron a scellé son meilleur étalon et il l'a galopé droit devant lui, jour et nuit, 3 jours, 3 nuits. Et le matin du 4e jour, il est sorti des frontières de son royaume désarmé. Et là, il était perdu. Heureusement, sur le chemin, un homme arrive. Il chante. C'est un pauvre. Ça se voit, il n'a pas de chaussures. Il a des trous dans son pantalon. Et sa veste est vieille et usée. Mais il chante. Le baron s'approche de lui et lui dit « Pardon, bonjour, Oh, je suis... » salut baron. Ah, tu me connais? Bah bien sûr, ici tout le monde te connaît baron. Qu'est-ce qui Trop t'arrive? chouette. Je suis perdu, tu sais pas où est mon royaume? Ah oui, attends, je cherche baron. Tu peux pas te tromper. Oui. Tout droit jusqu'au matin, tu vas y arriver. Merci, merci. Attends, tu chantais, pourquoi tu chantes? Pourquoi je chante baron? Bah, je chante parce que je suis heureux baron. L'innocent. C'est un naïf, il est marrant. Tu chantes mais t'as pas de chaussures, je vais t'offrir une paire de chaussures en cuir, des babouches top, top, top. Ça t'intéresse? Ah non, merci baron, c'est vraiment gentil, mais j'en ai pas besoin. Je suis pieds nus, je sens la terre, je sens l'herbe, je sens l'air, je sens tout baron. Je suis bien comme ça. T'es bien? Attends, Ouais. attends, il te manque un truc pour être heureux. Je vais t'offrir un bon travail, un CDI bien payé. Non, Tiens, merci. j'ai même un poste pour toi, ministre de l'écologie, ça sert à rien, tu seras bien. Non, non, merci baron. Pourquoi? C'est vraiment gentil. Non, 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 j'avais tout ça avant. Ah bon? Oui, j'avais un travail, puis j'avais une femme, j'avais Ah des bon? enfants. Alors? Ben, avant, t'étais moins sympa, baron. Et tu m'as licencié sans préavis. Ah, ça, c'est la Ouais. crise. Moi, du coup, ils sont tous tombés malades à la maison. Ah, J'avais plus de sous pour les soigner et ils sont tous morts. ah, J'ai longtemps pleuré, baron, c'est vrai. je comprends. Moi, aujourd'hui, ça va. Ah. Aujourd'hui, je suis heureux, baron. Aujourd'hui, tu sais quoi, baron, j'ai envie de te faire un bisou. Non, non, pas de bisous. Allez, viens, non, baron. pas de bisous. Embrasse-moi. Donne-moi ta chemise. Ah non, baron, c'est pas possible. Et le baron saute de son cheval, tombe à genoux devant l'homme et il le supplie. Il lui explique la chemise Mais non. pour son fils, s'il te plaît. Mais je peux pas. Allez, si. Et l'homme ouvre sa veste et il n'a pas de chemise. Le baron est rentré à son château. À force de devenir transparent, son fils, un jour, il a disparu. Et le baron, à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais croisé dans les couloirs de son château quelqu'un pour lui faire un petit... Les vieilles ont repris à filer. Tord la laine, file la laine, appuie sur la pétale du rouet. Allez les vieilles, Saporite chante pour les encourager. Et la troisième à parler, pour ne pas perdre la cadence, c'est... Elle a dit. Elle a raconté cette histoire. Il y a longtemps. À l'époque où les humains ne maîtrisaient pas le feu.
à l'époque où ils attendaient qu'il tombe du ciel pour pouvoir se réchauffer. À cette époque-là, dans les collines du sud de l'Italie, en Calabre exactement, un homme qui s'appelait Antonio vivait solitaire. Solitaire, libre sur les chemins, libre dans la campagne, les montagnes, en conversation permanente avec la nature, l'univers, le grand mystère, Dieu, qui vous voulez. Quand je dis solitaire, pas tout à fait. Il était toujours accompagné d'un petit cochon, tout rose, qui grandissait plus, mais costaud, bien dodu. Et avec une grande conversation et champion pour trouver les champignons. Ils étaient heureux tous les deux. Toute l'année, sauf au début de l'hiver, où des vallées et des plaines avoisinantes arrivaient des familles entières qui couraient après le cochon, les enfants tiraient la queue en tire-bouchon et les parents couraient après Antonio en lui disant « Ma quando fa Antonio, fa freddo, Antonio. Antonio fa freddo, Porca miseria, Antonio fa freddo. Manna, il Ah, fait froid, va chercher le feu où il est, va le chercher, en l'enfer il est le feu, va le chercher. » Mais Antonio, à chaque fois, il répondait « Non. » Et le cochon confirmait. Nacre, nacre, nacre. Un hiver, Antonio n'a pas eu le temps de répondre et c'est le cochon qui a répondu le premier. Oui, 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 Mais non. oui, Allez, non. oui, oui. Bon, alors Antonio a accepté, mais pour aller chercher le feu en enfer, il lui fallait un bâton de férule, du fenouil qu'on a comme par ici, ouais, très grand, dur à l'extérieur, spongieux à l'intérieur. Et il lui fallait une bouteille d'huile d'olive. Les humains, tout contents de s'en tirer à si bon compte, sont allés chercher ce que Antonio demandait. Il a attaché la bouteille d'huile d'olive à sa ceinture, il a pris le bâton comme un balancier et il a sauté sur le dos de son petit cochon. Et il a accéléré. Où trouver une bouche d'enfer? Le cochon accélère. 50 km/h, 100 km/h, 150, 200, 300, 400, vas-y le cochon! Où trouver une bouche d'enfer? Debout sur son cochon, Antonio réfléchit. Ah, ah, tous les volcans sont en activité. La bonne idée! Direction la France! L'Italie! Du sud au nord est traversée, escalade des Alpes! Descend de l'autre côté, traverse la vallée du Rhône, la plaine de la Saône. Vas-y le cochon! Cours! Les méandres de la Seine. Il se dirige vers un village particulier qui se trouve dans les méandres de la Seine, où il y a une tribu qui existait à l'époque, qui habitait là-bas, qui s'appelait les Matuvus. Et le roi des Matuvus, Nick Ier, n'arrêtait jamais, jamais de parler. On a déjà vu, pire que le père et la mère Ubu, l'âcre roi de la tribu des Matuvus. Bling bling, M'as-tu, bling bling, m'as-tu vu? bling bling, M'as-tu, bling bling. m'as-tu vu? Pas par hasard que je suis le roi, c'est par la grâce du grand doigt de Dieu, oh, avec qui je suis au mieux. Je suis béni directement par lui, il m'accompagne sur les chemins de la vie, éloigne de moi tous les dangers, j'aurai en toute sécurité avec la police et mon armée. Benny Benny, Ma femme comme elle est jolie, Benny Benny, tous mes riches amis, Benny Benny, Bush, Poutine, Kadhafi, Benny Benny. ils sont tous bénis, bénis, oui, oui. Allez, solo des Matuvus.
Et vous, tous les pauvres airs qui n'avaient ni argent ni terre, ni les bonnes gènes, la malédiction héréditaire, vous êtes nés pour en chier sur la terre. C'est sa merveilleuse volonté. Vous savez, on peut rien y changer. Si vous voulez votre sort améliorer, venez, venez, je vais vous protéger. N'ayez plus peur, Du grand méchant loup, n'ayez plus peur, je vais m'occuper de tout. n'ayez plus peur, Bouton dans la laine sur le dos, n'ayez plus vous peur, laissez la peau et les os. mais... Y a pas de mai, y a pas de mai, 68 ans. Allez, chaud. Sur la terre, on a déjà vu pire que le père et la mère Ubu, l'âtre roi de la tribu des Matu. Bling bling, Matu, bling bling, Matu vu, bling bling, Matu, bling bling, Matu vu, bling bling, Matu, bling bling, Matu vu, bling bling, Matu, bling bling. Matu vu. Wow. Ta gueule. Antoine est arrivé dans le village et c'est ce qu'il a dit au roi. Nick Ier, ça l'a tellement surpris qu'on lui parle comme ça qu'il est resté la bouche ouverte. Alors le cochon en a profité. Il est rentré dans la bouche du roi et il est descendu le long de la langue de bois, suivi par Antonio, et ils se sont enfoncés dans l'effroi. Tous les deux, longtemps. Quand ils sont arrivés devant la porte de l'enfer, Antoine n'a pas frappé de suite. Il a pris la bouteille d'huile d'olive et il l'a versée sur le dos de la bête. Puis il l'a massé. Oh, il aimait ça le petit cochon. Hein. Oh oui, il aimait ça le petit cochon. Il était content. Et quand le cochon a été bien huilé, brillant, il a frappé. Un peu plus tard, un diable cornu, fourchu est venu ouvrir. Oui. Bonjour, c'est moi, Antoine et mon cochon, on voudrait bien rentrer. Non, Mais pourquoi? t'es un saint. Non, ça c'est les gens qui disent que je suis sant Antoine. Non. Non, moi je suis juste Antoine avec le cochon. Allez, s'il te plaît, le diablo. J'ai dit non. Non, au moins le cochon, regarde, il est sympa, il est beau. Non, Mais si. Dans le cochon, tout est bon. Ah bah ok oui. pour le cochon. Oh, super. Alors la pauvre bête est rentrée en enfer et la lourde porte s'est refermée derrière elle. Et là, le cochon a découvert l'ordre infernal. En enfer, tout est bien arrangé de manière militaire, les instruments de torture. et Dans des fosses de flammes, les ânes damnés, enchaînés, gardez font les la 3-8, cadence. les 3 fois 8 siècles. Fouettés à tour de bras pour la productivité Gardez du mal. la cadence. Le diable qui a laissé rentrer le petit cochon Hantez. regarde la bête prête à rôtir. Il prend sa fourche et il vise la cible. Il vise la cible juste en dessous de la queue en tire-bouchon. Et d'un geste, il le pique. Mais le cochon est très tonique. La fourche ne pénètre pas, mais ça lui fait rudement mal. Alors il part en courant dans l'enfer.
il accélère le cochon et il met un chaos divin dans l'ordre infernal, renverse les machines de torture. Les diables essaient de l'attraper, mais le cochon huilé leur glisse entre les mains. Alors les âmes damnées oubliées ont arrêté de travailler et ils se sont mis à crier. Vas-y le cochon, vas-y le cochon, vas-y, ouais, vas-y le cochon, vas-y le cochon, vas-y. À fond la caisse, le cochon, met le bazar divin dans l'ordre infernal. Le diable qui l'a laissé rentrer vite court à la porte, il appelle Antoine, s'il te plaît, viens nous aider. Antoine accepte et il touche son cochon qui s'arrête aussitôt. Et là, les diables oublient Antoine et son cochon et s'occupent de tout remettre en ordre. Bien rangé. Hanté. Les âmes damnées pleurent. Gardez la cadence. Nous, on veut juste du sport pour meubler notre Gardez ennui. la cadence, On bande veut de bien chiens. travailler, mais du sport. Garde la cadence. Aïe. Antoine, oublié, en profite. Il prend son bâton, le trempe dans une fosse de flammes, récupère un tison ardent à l'intérieur. Et avec son petit cochon, il sort de l'enfer sans souci. Il remonte. Et finalement, ils finissent par sortir de la bouche d'enfer. Et là, le peuple des Matuvus les acclame. Ils sont contents. Ça fait des mois que le roi Nick Ier n'a pas parlé, ça leur fait vraiment du bien. Mais Antoine et son cochon refusent tous les honneurs. Ils ont une mission. Alors ils sautent sur le dos de la bête et à bout de bras, à bout de bâton, Antoine va distribuer sur toute la terre le feu de l'enfer. Et les hommes ont pu avoir le feu du foyer, cuisiner, s'attabler, partager, échanger, se cultiver, chanter. Et les hommes ont pu avoir le feu de la forge, outiller, moins travailler, un peu se prélasser. Mais dans l'ombre originelle du feu, le diable a la part belle. Il souffle que le marteau c'est bien plus rigolo pour fracasser la tête du voisin et lui prendre et sa femme et son chien. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Mais dans l'ombre originelle du feu, les sirènes ont la part belle. Elles disent oui, la passion, ça va, le feu de l'amour. Mais il y a mieux. Et elles leur soufflent des rêves d'honneur, des rêves d'horreur. Et les pauvres marins, tels l'Ulysse de mer, plongent dans l'horreur de la guerre. Le feu de l'enfer. D'autres moins égoïstes, en secret ont forgé sans rien demander une épée de Damoclès qui plane maintenant sur toutes les têtes. Ils ont forgé le feu nucléaire, le feu de l'enfer.
Tord la laine, mouille la laine, appuie sur la pédale du rouet, sans s'arrêter, les vieilles ont filé. Tord la laine, mouille la laine, file la laine, Saporita chanter. À force de filer, toute la laine est pelottée. Les vieilles ont terminé leur ouvrage. Il reste encore une nuit, une journée entière. Saporita est tellement contente, elle ne sait pas comment les remercier. Juste le mariage. Alors, elles ont attaché le doigt, rangé la lèvre dans la brouette, renfilé la chaussure. La troisième accélère. Accélère. La deuxième. La première dans la brouette. Elle passe par la fenêtre. Elle s'envole. Au mariage. Au mariage. Et Saporita, elle a eu toute la nuit pour se reposer, la journée pour se tricoter une petite robe en laine blanche toute neuve, attacher ses cheveux. Et le soir, quand la porte s'est ouverte à double tour, il re cugino di Dio, la regina cugina di Maria, il principe bello. Et la maman et son balai. Dans le couloir, le bourreau aiguise sa hache. Elle a réussi. Le prince, il est tellement content, il a envie de lui sauter dessus, mais le protocole le retient. Le roi, lui, comme un chien, cherche dans tous les coins un morceau de laine oublié. Non, elle a vraiment réussi. Alors le prince hurle sa joie, il dit qu'il veut l'épouser demain. Le roi le regarde, elle lui dit « Non, c'était une blague. C'était pour se marrer. Hein ?» Il lui dit qu'il peut la prendre là comme une grosse vache qu'elle lui appartient. Le prince, il dit non, non, qu'il veut l'épouser pour de la vraie. Le roi et la reine s'énervent. Ils lui disent mais c'est pas une humaine, c'est une serve. C'est un objet. Est-ce qu'on épouse une cafetière? Non. Eh ben tu vois, même les enfants ils le savent. Le prince, il proteste, mais son père le roi appelle le bourreau. Et le prince se met à pleurer. Pour la première fois de sa vie, c'est pas un caprice. Saporita, le lac à sec, pas une larme. La mame figée. Le bourreau lève sa hache. Et là, en plein conte de fées, un coup de théâtre. 12 ans plus tard, il revient. Habillé en prince, il retient le bras du bourreau. Vous l'avez tous reconnu, c'est Zio Memen, le papa. Il explique qu'en suivant son goût pour le bon vin, il est devenu œnologue personnel du roi de France. Qu'il a un oubli enrichi et qu'il a assez d'or pour acheter la liberté de sa femme, de sa fille, de qui il veut. Alors le roi, il a accepté l'or, le prix de la liberté. Et le prince a oublié le protocole, il a sauté sur Saporita, ils ont disparu dans le tas de pelote. La maman, quand elle a vu son mari 12 ans sans nouvelles, elle a pris son balai, elle s'est approchée de lui et toutes ses forces. Puis elle l'a redressé, elle l'a embrassé, elle s'est mise à pleurer, à fondre. La maman, elle a plus besoin d'être forte pour deux. Alors ses cheveux repoussent noirs, ses dents repoussent, les poils tombent et en moins de 5 minutes, la maman. Et le lendemain, le mariage royal. Et à la table des mariés, il y a le roi, la reine. Il principe bello, la nouvelle princesse, principessa Saporita, la mamma tutta belle, Zio Memen, et les 3 vieilles qu'elle a présentées comme ses cousines. Le prince, en les voyant, a fait « Enchanté ». Mais poli, tout le repas, il n'a rien dit, malgré le pied de la vieille qui traverse la table dessous et qui lui gratte le bas du dos avec une odeur de parmesan.
Il a rien dit quand elle a mangé les spaghettis qui ont glissé sur sa lèvre, la deuxième. Et la troisième, quand les oies tournaient autour de la table. Mais à la fin du repas, il a craqué, il a demandé comment c'était possible une telle différence dans une famille. Les vieilles ont souri, elles ont dit que le prince était observateur. Elles ont expliqué qu'elles adoraient travailler, c'était de famille. Et qu'à force de tordre le fil, de mouiller le fil, d'appuyer sur la pédale du rouet jour et nuit, elle s'était légèrement déformée. Le prince a fait « Ah ». Puis il a regardé les vieilles, sa femme, les vieilles, et il a vu que Saporite a enlevé sa chaussure droite, le pied tout gonflé. Il a vu que son index gauche, droit, est plus gros que le gauche, et que sa lèvre. Et là, le prince a eu peur. À cette époque-là, pas de divorce. Il a imaginé dans 30 ans être à côté de la princesse Saporita, dans le lit, à claquer des dents sous la couverture de lèvres mouillées à cause du grand pied, et au-dessus du lit, les oies qui fiantent sur ses rêves. Alors le prince a sauté sur la table et il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Saporita ne travaillera plus jamais. Elle ne fera que ce qu'elle aime, c'est-à-dire chanter. Tout le monde a dansé, je sais pas, un mariage, vous connaissez. Ziomemen, au bout d'un moment un peu fatigué, a dit qu'il reviendrait tout à l'heure. Il est parti. Juste après, les vieilles sont parties. Saporita a voulu leur faire un cadeau, elles ont refusé. Elles lui ont juste demandé de chanter pour défaire le nœud des fils. Elles sont parties. Le prince, il attendait ce moment depuis longtemps. Il a attrapé Saporita par la main et il l'a emmenée dans la chambre nuptiale. Et là, ils ont claqué la porte. Et nous, on est restés derrière, on n'a rien vu, on ne peut pas vous raconter ce qui s'est passé. Mais le lendemain matin, le prince, quand il s'est levé, il a dit à Saporita, « Allez, viens, on va chanter ensemble !» Elle l'a regardé, elle lui a fait, « Non. »« Ah, c'est une blague, allez, viens !» Non, c'était pas une blague. Elle lui a dit qu'ils ne pouvaient pas chanter ensemble, qu'ils ne connaissaient rien, qu'il avait besoin d'apprendre le chant des chants. Il fallait qu'il devienne le nouvel encourageur s'il voulait chanter avec elle. Le prince a cru que c'était une blague, et puis non, c'était pas une blague. Le nouvel encourageur. Depuis qu'il était tout petit, lui, il avait tout. Des ballons, des chevaux, des haras. Mais il lui manquait toujours un truc essentiel. Avec elle, il était plein. Alors il a enlevé ses habits de soie, il a mis des vieux vêtements, et il est parti travailler dans les champs avec les paysans pendant 5 ans. Pendant ce temps, Saporita, elle a appris à lire, à écrire, à compter, l'import-export, tout ce qu'il faut pour diriger un royaume. Et un jour, alors qu'elle était au sommet de la plus haute tour, en train de comprendre les phénomènes météorologiques, elle a entendu une voix qui montait des champs où travaillaient les paysans. Sa voix entre mille. Alors elle dévale les escaliers. Sa robe soulève des nuages de poussière. Elle court, elle le rejoint sous l'olivier. Et là, enfin accordés, ils ont pu s'aimer et chanter. Et le roi, Principe Bello, une fois devenu roi, il a exigé que tous les riches, tous les puissants apprennent la chanson. Il ne pouvait pas désobéir. Et 5 ans plus tard, ils la savaient tous. Et là, tout a changé. Ils ont trouvé de l'argent pour les hôpitaux, les écoles, l'éducation populaire. C'était formidable, le royaume musical. Certains racontent qu'ils ont inventé la sécurité sociale et la semaine de 25 heures. Non mais, pas sûr ça. Et ils ont vécu heureux, tous en harmonie. Ça a duré longtemps.
le temps d'une vie. Et puis un jour, de vieillesse, Saporita et le prince sont morts. Et une fois morts, les puissants, les papes des environs, ont envahi le royaume musical pour remettre le monde à l'endroit. Tout pour les riches et les puissants, rien pour les paysans, les migrants, les ouvriers, etc. Et depuis cette histoire, presque tout le monde l'a oubliée. Au son, Nicolas Malik Salal, on peut l'applaudir bien fort. À la lumière, Nicolas. À la batterie, Thomas Bourgeois. Guitare, composition, Laurent Blanc. Chant, flûte, composition, Cyril Echanchol. Au compte, à la direction artistique et aussi à la composition, Luigi Rignanese. Merci. Il est tard. On ne va pas traîner, mais quand même, une question se pose. Comment avons-nous appris cette histoire, puisqu'on ne la trouve pas dans les livres, puisque les livres d'histoire sont toujours écrits par ceux qui gagnent? Alors, comment on l'a appris? Exactement, bouche à oreille. Non, non, on nous l'a raconté. Bouche à oreille. On nous l'a raconté pas plus tard que ce matin. Bah oui. Ce matin, nous étions place Saint-Michel, où il y a un bar très sympathique. Vous voyez la place Saint-Michel? Bon, bah ceux qui regarderont, qui ne sont pas de Fort-Calquier, il y a une très belle statue avec un jeu qui se faisait à l'époque qu'on appelle le bouffadou. Vous voyez ce que c'est?
Et on discutait ça avec les amis, on se marrait bien de ce jeu particulier, quand tout à coup est arrivé un vieux avec les chaussures usées, le pantalon usé, et vieux, mais vieux, vraiment vieux. Et ce vieux, si vieux, vieux chantait, et nous, ça nous a touchés. On l'a invité à boire un café, il a accepté, on s'est présenté, et lui, il a dit s'appeler Dio Memeun. Et c'est lui qui nous a raconté toute cette histoire. Et il a rajouté que le soir du mariage, quand il est sorti au mariage de sa fille pour prendre l'air, il était un peu, comment dire... Et là, il n'a rien reconnu à son village. Quelqu'un avait mélangé toutes les rues, il était perdu. Dans le ciel, il a vu 3 oies. Il s'est dit, ma foi, pourquoi pas? Il les a suivis. Il les a suivis jusqu'au pied de la montagne du Gargano. Et là, les 3 vieilles ont dit des paroles magiques et la montagne s'est ouverte. Une immense caverne avec des millions de pelotes de laine en or. Tout un tas de laine en or affilé, des millions de rouets. Les vieilles en retard ont posé les oies, la brouette, la chaussure, et elles se sont installées pour filer un fil nouveau pour chaque nouveau-né. Une vie à filer quand il y a un nœud, une chanson, une histoire, un bisou pour le faire passer. Et quand vient le moment, les vieilles, sans hésiter, se passent l'œil et une paire de ciseaux en or, et elles coupent le fil de cette vie. Dio Memeun, il a reconnu le fil de sa vie. C'est celui qui a le plus de gîtes. Il a vu la vieille prendre l'œil, la paire de ciseaux en or, et essayer de le couper. Ah, raté. Elles étaient trop en retard, elle a laissé tomber. La caverne s'est refermée. Et depuis ce jour-là, Dio Memeun a marché sur la terre, ivre de vie, jusqu'à arriver à Fort-Calquier aujourd'hui pour nous raconter cette histoire. Et quand il a fini, il nous a demandé si on croyait. Nous, on a dit oui. Alors lui, enfin cru, plus du tout cuit, s'est levé et il a marché droit. Nous, on était un peu en retard. Alors on a repris le fil de notre vie et on est venu jusqu'au Café Quoi pour vous attendre. Et tous ensemble, nous avons fait une belle pelote de laine. Maintenant, il est temps de reprendre chacun le fil de sa propre vie. Et dans tout ce qu'on vous a raconté, il y a au moins une chose qui est vraie et sûre. C'est si vous êtes ici pour entendre ces histoires, c'est que le fil de vos vies ne sont toujours pas coupés, et les nôtres non plus. Et je sais pas vous, mais nous, ça nous fait rudement plaisir. Merci. Le bar va ouvrir. Pour ceux qui ont soif, il n'y a pas rien à manger, mais la bière, ça nourrit un peu. Et on en profite pour faire une petite publicité. Pour le vendredi 6 avril, sur cette scène aura lieu le cabaret migratoire. Il y a quelques tracts et des affiches sur le piano. Vous pouvez en récupérer si vous les posez dans des lieux publics. Ça nous aide vraiment. Le cabaret migratoire, c'est un cabaret, on a déjà fait ça à la cimenterie l'an dernier, où les recettes sont reversées à Migrants 04 pour trouver des fonds pour accueillir les fous furieux qui quittent leur pays en guerre. C'est étonnant, hein. Et ils traversent des mers, et ils arrivent jusque-là, il y a des enfants, des jeunes gens, et il y aura un spectacle, un cabaret avec plein d'artistes, notamment
3 jeunes migrants, ou 4, qui sont logés, hébergés à Longomagne en ce moment. Ils ont entre 15 et 17 ans. Et on vous prépare un petit spectacle, pas piquer les verres. Donc, si vous venez avec vos amis, ça nous fera rudement plaisir. Et les recettes iront à Migrants 04. Et ça mettra un peu de beurre dans les épinards et d'huile dans les relations humaines. Et il y en a bien besoin. Je vous souhaite la bonne soirée. Merci beaucoup d'être venus. C'est une grande joie que vous soyez là. Et à la prochaine.